King Lawyer me dit, connais-tu les projets à moyen ou long terme de nos deux retraités du tennis, Garcia et Gasquet, entraîneurs? Alors comme ça, j'ai pas échangé avec ni l'un ni l'autre, mais j'ai comme dans l'idée que Richard restera plus proche du milieu du tennis que Caroline, qui à mon avis va faire un vrai break par rapport à ça. Je pense qu'elle va d'abord essayer de faire un enfant dans des délais assez brefs et que ça devrait lui prendre beaucoup de son énergie et de son temps. Richard, évidemment, n'a pas cette contrainte et je pense que lui va rester certainement plus proche. Alors, est-ce qu'il va devenir entraîneur? J'en sais rien. Mais on verra certainement Richard rôder encore autour des cours parce qu'il a ça dans la peau. Stéphane Steph me dit, actuellement, as-tu un livre en écriture ou prévois-tu d'en écrire un dans peu de temps? J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais le faire encore une fois. Oui, je vais certainement écrire un livre lorsque j'en aurai terminé avec l'enquête qui est toujours en cours depuis bientôt 4 ans maintenant sur mes agissements à Canal+. Voilà, et que si cette enquête se conclut d'une façon heureuse, pour moi, ce que je crois et ce que j'espère de tout mon cœur, je raconterai mon histoire et les conséquences que je tire de tout cet amas de boue que j'ai reçu. Kéké Détendre, as-tu regardé la longue vidéo de Jean-Pierre Caillot? Si oui, qu'en as-tu pensé? Perso, même s'il faut saluer la démarche de se prêter au jeu avec une saison aussi compliquée, j'ai trouvé bizarre le fait qu'il commence par dire qu'il assume l'entière responsabilité de la relégation, mais qu'il passe toute la vidéo presque à essayer de se justifier et dire qu'il n'y est pas pour grand-chose. Ah, c'est Luc Caillot dans le texte, avec sa phrase fétiche « Je suis convaincu ». Il a toujours été convaincu, en un mot. Ça part d'une bonne intention, avec une démarche vraiment d'ouverture, mais qu'à l'arrivée, il n'y a pas grand-chose, et surtout une manière de se dédouaner de cet échec cuisant qui est... la relégation du Stade de Reims, qui était quand même pas du tout un club programmé pour vivre ce genre de mésaventure. Et je trouve que, ouais, c'est un peu commode ce qu'il fait de dire ouais, ce machin, puis pas de changement, puis son fils reste en poste, et puis la cour reste en poste. C'est-à-dire que tous ceux qui ont échoué là continuent leur mission. C'est un petit peu étrange maintenant, vous le savez, c'est un personnage que je ne porte pas dans mon cœur parce que finalement, en sa compagnie, j'ai quand même beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert pendant et après des calomnies qu'il a proférées à mon égard, notamment qui savait pas trop ce que je faisais à son club, mais qui voyait passer mes notes de frais. Encore une fois, bon, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 20 ans, donc mais enfin bon. Mes notes de frais, j'habitais même pas à Reims, donc je vois pas bien où mes notes de frais étaient aussi colossales que ça. Donc c'est une très très mauvaise expérience pour moi le Stade de Reims. Encore une fois, je me suis retrouvé dans un club de bourgeois plus ou moins désargentés de province qui voit tout ce qui arrive de Paris ou de région parisienne avec des warnings dans les yeux. Et voilà, comme j'avais eu l'occasion de le dire à l'excellent site Reims VDT qui suit l'actualité du Stade de Reims avec un ton souvent caustique, j'ai dit, le titre c'était au Stade de Reims, je n'ai rien fait. Mais c'est vrai que j'ai rien fait parce que je n'avais aucun pouvoir. Olivier Létang, qui à l'époque était le directeur général du club, mais l'année où j'y étais, il n'y était pas parce qu'il terminait ses études et il était très peu absent, très peu présent, pardon. Il avait dit, j'avais pas souvenir d'avoir vu Pierre Ménès travailler une fois au siège du club. À quoi je lui avais répondu, je risquais pas de travailler au siège du club vu que j'avais pas de bureau, pas de ligne de téléphone, pas d'adresse mail, pas de carte de visite, j'avais rien. Donc voilà, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé dans ce club, y compris certains énergumènes qui sont toujours autour de Caillot et qui se servent beaucoup plus du club qu'ils ne se servent. Voilà, je trouve ça dommage parce que Reims, c'est quand même quelque chose dans le football français. Tigilus me dit ton meilleur voyage. Alors mon meilleur voyage à titre privé ou à titre professionnel. Alors à titre professionnel, c'est le Chili, avec l'équipe Chili-France, incroyable.
Premier jour, on était allé mettre les pieds dans le Pacifique à Valparaiso. Le deuxième jour, on avait été skier dans la cordillère des Andes. Et on avait fait une soirée mémorable après le match Chili-France dans une boîte toute blanche de Santiago qui s'appelait le Tantra. Soirée mémorable. Voilà, c'est mon plus beau voyage. Le plus décevant, l'Australie, parce que, pareil, Australie-France, j'ai fait 25 heures d'avion. Le stade, l'hôtel, le match, l'hôtel, l'avion. Donc c'était très frustrant d'aller si loin et de rien voir du pays. La Corée à la Coupe du Monde, c'était chouette aussi. Pas tellement pour les matchs, mais surtout pour cette chouille absolument invraisemblable que j'ai fait pendant des jours et des jours. Je rentrais me coucher, les premiers journalistes de la PQR se levaient pour aller au petit-déj. Voilà, c'est mes meilleurs souvenirs de voyage professionnel. Ben Le Sport me dit « Que penses-tu des déclarations d'amour de Luis Enrique envers le PSG à travers les vidéos des réseaux sociaux où il chante et remercie les supporters ?» Je pense que Luis Enrique est heureux dans ce club. Il est heureux d'avoir les pleins pouvoirs absolus dans un club de la dimension et de la puissance financière du Paris Saint-Germain. Il est heureux qu'on lui laisse faire tout ce qu'il veut et mener sa barque sans la moindre intervention extérieure. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément connu lors de ses précédentes expériences, notamment lorsqu'il était sélectionneur national de l'Espagne, où il a été énormément critiqué. Voilà, je pense qu'il est heureux. Il est forcément heureux des résultats exceptionnels qu'il vient d'obtenir avec son équipe. Et encore une fois, je note un changement d'attitude incroyable entre le Luis Enrique cassant et parfois même très désagréable du début de saison, au moment où le PSG avait des mauvais résultats en Ligue des Champions et faisait pas des merveilles en termes de prestations en championnat. Et puis évidemment, les résultats aidants, les commentaires des journalistes ont été beaucoup plus positifs et donc l'atmosphère a été bien meilleure. Il est heureux, je pense qu'il est très très heureux au PSG, très heureux dans sa vie et je pense qu'aujourd'hui qu'il a un amour assez incroyable pour le club du Paris Saint-Germain. Alexandre Nadal-Ojo. En France, il y a une grande attente autour de Zidane prenant la place de Dédé après le Mondial 2026. Mais on oublie que Zidane n'aura plus entraîné depuis 5 ans. Ça aurait été un autre entraîneur qui n'a pas entraîné depuis 5 ans et non Zidane. Est-ce qu'on aurait dit que la Fédé n'est pas bien de confier la sélection à un coach qui n'a pas entraîné depuis 5 ans? Est-ce que ceux qui croient que Zidane va ramener le beau jeu en équipe de France ont vu jouer son Real, même si ça gagnait, le jeu n'était pas dingue avec l'effectif à disposition? Oui, je suis d'accord. De toute façon, Zidane a la carte joker pour à peu près tous les sujets en France. Donc voilà, c'est donc pas une grande surprise. Oui, forcément, il va être attendu comme le Messi et il va être effectivement attendu avec des espérances de qualité de jeu que finalement plus personne n'attend avec Deschamps, parce que tout le monde a compris que Deschamps, ce qui l'intéressait avant tout, c'est le résultat. Maintenant, c'est vrai qu'on oublie aussi que le Real sous Zidane, c'est pas non plus toujours la fête du slip et que tu avais souvent Ronaldo, Benzema et Bale qui faisaient la différence individuellement ou collectivement à 3. Voilà. Je suis pas convaincu qu'on va pas avoir quelques désillusions à ce niveau-là. Maintenant, voilà. De toute façon, Zidane aura forcément un état de grâce à la tête de l'équipe de France. Donc on verra combien de temps il durera. Alexandre Nadal-Ojo. Il y a beaucoup d'incertitudes à Nice sur le mercato, mais si on doit cibler les besoins à Nice, es-tu d'accord pour dire qu'il faut un gardien, si départ de Boulka, 2 défenseurs centraux avec les blessures de Youssouf et Abdelnomen, 2 milieux de terrain avec un peu plus de ballon, 2 ailiers plus techniques avec une meilleure vision du jeu que ce qu'on a. Donc, si je comprends bien, en cas de départ de Boulka, il te faut 6 joueurs. Je pense que tu vas être déçu, je suis pas certain que Nice va prendre 6 nouveaux joueurs. Je sais que Nice veut dégraisser son effectif, qu'il y a beaucoup de très très gros salaires. Encore une fois, reste à savoir quelles sont les latitudes que va avoir Ineos. Bon, on sait que là, l'argent du transfert de Todibo va être touché par le club.
Est-ce que cet argent va être réinjecté dans des nouveaux transferts? Je n'en sais rien. C'est un club sur lequel il n'y a pas une forte lisibilité, alors que c'est quand même un club qui va jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions pour la France, et que c'est quand même très très important. Ben le sport, est-ce que le calendrier et agenda foot a-t-il déjà influencé sur ta décision de partir en vacances ou t'oblige à adapter ton agenda, surtout en été? Quand j'étais à Canal, et même quand j'étais à l'équipe, je prenais forcément mes vacances en juillet, puisque le championnat repartait en août. Maintenant, aujourd'hui, bon, déjà cet été, je ne vais pas partir en vacances, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on va emménager le 30 juin dans notre nouvelle maison, et que durant l'été, il va y avoir... on va terminer notre maison, donc il faut qu'on soit là. Et puis Mélissa travaille dans un restaurant chez Gabriel pendant tout l'été. Donc et puis voilà. Et puis de toute façon, comme Mélissa va ouvrir son activité traiteur, il est évident que c'est une activité qui va prendre tout son sens en été à La Baule. Donc je pense que si on doit repartir en vacances, on partira plus en hiver. Et effectivement, aujourd'hui, avec ma chaîne YouTube, je peux me permettre de faire l'impasse sur une journée de championnat. Faire une journée de championnat d'impasse, ça me permet pratiquement de prendre 2 semaines de congé. Donc, voilà. Thomas Milan, Saint-Etienne aurait proposé Stassin à Strasbourg en échange de Sakoumara. Toi qui es supporter de Strasbourg, est-ce que ça te ferait plaisir de voir Stassin jouer pour ce club? Est-ce que cet échange te paraît faisable et intéressant pour les deux parties? Alors, cette info vient d'un faux journaliste, vrai influenceur et vraie grosse merde des réseaux sociaux, dont je ne vais même pas faire l'honneur de citer le nom. Mais enfin, je pense que ceux qui me connaissent et qui me connaissent, mon aversion totale pour ce pauvre type, sale type, auront trouvé de qui il s'agit. C'est effectivement une information qui est totalement fake, puisqu'en plus l'information c'était Mara plus 8 millions plus Tassin. Quand on sait que Mara a coûté 12 millions à Strasbourg, je pense qu'il n'a pas bien assimilé la façon qu'a Blouco de compter. Donc non, c'est encore une fois un nom farfelu proposé à Strasbourg. C'était beaucoup plus tranquille avant Blouco, les transferts à Strasbourg. Il n'y avait pas toute cette cohorte de fake news en permanence. GG Boubouche, Canal+, qui fait une vraie belle proposition à la LFP, qui souhaite même co-diffuser le match du dimanche pour les spectateurs et l'exposition de la Ligue 1. C'est parfait, mais connaissant le niveau d'amateurisme de la LFP, ils sont capables de choisir autre chose. Es-tu confiant ou penses-tu que la LFP va encore se planter? Non, je ne suis pas confiant. On a tous payé pour apprendre que la Ligue était toujours capable de faire un choix différent pour 50 pauvres millions de plus ou de moins. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le produit qui a été dévalorisé par un an catastrophique de DAZN, avec des habillages catastrophiques des matchs. Ils ont mis 6 mois à faire un multiplex, 6 mois à avoir un magazine d'après-match, enfin voilà, de l'amateurisme total, et qu'aujourd'hui, le produit Ligue 1, il est en décrépitude totale, et qu'il y a besoin de retrouver le savoir-faire de Canal, la production de Canal, pour revaloriser le produit, et que voilà, quel que soit le prix à payer, je pense que c'est la meilleure solution. Moi j'ai dit, et on m'a dit, ah là là, t'es hypocrite après tout ce que t'as fait Canal. Déjà Canal ne m'a rien fait, hein. Canal s'est séparé de moi sous la pression des syndicats et la vindicte populaire midwest. Canal m'a très fortement indemnisé pour préjudice moral. Moi, j'ai que du bien à dire des gens de Canal. C'est des gens... moi, j'ai la reconnaissance du ventre, j'ai la reconnaissance de la façon dont ils m'ont traité quand j'ai été malade, et de l'accueil qu'ils m'ont réservé quand je suis revenu de maladie. C'est des choses que je n'oublierai jamais. Et puis, en toute objectivité, c'est les meilleurs. Autant qu'à faire, autant filer le bébé aux meilleurs, quoi.